La thèse de la soutenabilité forte considère que la croissance économique ne peut assurer le développement durable. Cette conception repose sur l'hypothèse que la nature est un capital spécifique. Les dommages faits à la nature sont en partie irréversibles. Le capital naturel ne peut donc être remplacé. Les capitaux sont au moins en partie complémentaires. Notre modèle de production n'est donc pas soutenable. Comment expliquer cette thèse? Premièrement, le progrès technique est une condition nécessaire mais non suffisante pour assurer le développement durable. C'est l'effet rebond. Les innovations assurent l'augmentation de l'efficacité énergétique. On peut produire plus avec la même quantité d'énergie, ou autant avec moins d'énergie. Les ressources sont donc économisées. La demande de ressources diminue alors. Son prix baisse. L'effet rebond est à la fois direct et indirect. Direct, car la baisse du prix de la ressource entraîne une augmentation de sa consommation. Indirect, car cette baisse du prix entraîne une augmentation du pouvoir d'achat. La consommation globale augmente alors. Il y a donc une utilisation plus forte de la ressource. Les effets à la hausse font plus que compenser les effets à la baisse. Deuxièmement, le capital naturel doit être intangible, c'est-à-dire qu'il doit être préservé. En effet, le capital naturel comporte des éléments indispensables à la vie. L'eau, l'air ne peuvent être remplacés par des innovations. Ensuite, les atteintes à l'environnement sont soit durables, soit irréversibles. Selon la thèse de la soutenabilité faible, on peut atteindre le développement durable. Sur quelle hypothèse repose la soutenabilité faible? L'hypothèse essentielle est que la nature est un capital productif comme un autre. En conséquence, le capital naturel peut être remplacé par n'importe quel autre capital. La conclusion est évidente, notre modèle de production est soutenable. Quels sont les arguments à la base de cette affirmation? Premier argument, l'incitation par les prix. La croissance entraîne automatiquement une augmentation de la demande de matières premières non renouvelables. La demande devient supérieure à l'offre. D'après la loi de l'offre et de la demande, le prix augmente. Cette augmentation des prix va avoir deux conséquences. Première conséquence, l'effet revenu. La baisse du pouvoir d'achat induite par la hausse du prix entraîne une baisse des achats. Le deuxième effet est l'effet substitution. Le produit est remplacé par d'autres biens. Il y a incitation à l'innovation. Ces deux effets assurent alors une moindre pression sur les ressources rares. Deuxième effet, l'incitation à l'innovation. Cette incitation à l'innovation s'explique aussi par la hausse du prix des matières premières. Les charges des entreprises augmentent, leurs profits baissent. Comme leur objectif est de faire le maximum de profit, elles vont chercher à réduire leurs coûts liés aux matières premières. Elles essayent alors d'innover de deux manières. Premièrement, des innovations de produits. Elles essayent de trouver des biens qui remplaceront les matières premières. Deuxièmement, économiser les matières premières en opérant des innovations de procédés. Les techniques nouvelles doivent réduire l'utilisation des matières premières. Cette vision optimiste est alors mise en évidence par la courbe environnementale de Kuznets. Dans les années 90, Grossman et Kruger vont montrer que cette courbe peut être adaptée au domaine de l'environnement. Dans un premier temps, la pollution augmente avec le PIB par habitant, puis elle diminue avec la croissance dans un deuxième temps. Comme pour la courbe des inégalités, on va relier le PIB par habitant en abscisse et la dégradation de l'environnement en ordonnée. Quand le pays est pauvre, les dégradations de l'environnement sont limitées. On produit peu, on utilise peu de ressources naturelles, on pollue peu. Ensuite, dans un premier temps, l'augmentation du PIB par habitant entraîne une dégradation importante de l'environnement. Cela s'explique par l'effet d'échelle. Pour produire plus, les entreprises utilisent de grandes quantités de matières premières qu'elles gaspillent. Leurs techniques de production sont archaïques, elles polluent beaucoup. Enfin, dans un deuxième temps, la croissance économique est corrélée avec une amélioration de la qualité de l'environnement, car l'effet d'échelle est contrebalancé par deux autres effets, l'effet technique, l'effet de composition. Voyons d'abord l'effet de composition.
La croissance génère une augmentation du revenu de la population. Celle-ci entraîne une transformation de la structure de leur consommation. Les lois d'Engel montrent ainsi que les ménages sont saturés en biens de consommation. Ils utilisent alors leur surplus de revenus pour acquérir des services. La production de services augmente donc. La part des services dans le PIB augmente. Comme les services sont moins polluants et utilisent peu de ressources naturelles, les atteintes à l'environnement sont limitées. À cet effet s'ajoute l'effet technique. L'augmentation des revenus permis par la croissance fait apparaître des valeurs post-matérialistes d'après Englehart. Comme la population satisfait ses besoins matériels, elle souhaite une amélioration de la qualité de vie. Les populations font alors pression sur les gouvernements. Ceux-ci imposent des normes plus contraignantes qui obligent les entreprises à changer leur technique de production. Les premiers travaux sur la courbe environnementale de Kuznets ont montré que le point d'inflexion se situait autour d'un PIB par habitant de 5 000 $.